la drépanocytose et la thalassémie sont des maladies génétiques parce que les deux parents doivent être porteurs pour transmettre cette maladie à leur enfant. Ce sont des maladies chroniques aussi parce qu'elles perdurent dans le temps. Ce sont des maladies rares parce qu'elles impactent moins d'un patient sur 2000 et des maladies du globule rouge qui transportent l'oxygène dans le sang. Même si elles sont communément appelées des maladies sœurs, elles ont des impacts bien distincts. Pour la drépanocytose, où là on va parler de globules falciformes, c'est trois symptômes principaux. Les crises vaso-occlusives, qui sont des crises extrêmement douloureuses, violentes, qui sont imprévisibles et qui surviennent partout dans le corps. Le deuxième symptôme, c'est des anémies hémolytiques. Donc, cette anémie liée à la carence en fer qui est essentiel à la production d'hémoglobine, et derrière, une hémolyse qui peut se produire. Donc, c'est la chute vertigineuse donc, du taux d'hémoglobine chez un patient. Donc, les deux aspects associés font qu'ils ont justement cette anémie hémolytique qui rajoute justement à leur fatigabilité au quotidien. Et le troisième symptôme, c'est une hypersensibilité aux infections. Pour la bêta-thalassémie, où là, on va parler de globules microcytaires, les principaux symptômes sont, encore une fois, une anémie qui, elle, est progressive, qui va s'installer, perdurer dans le temps, toujours donc ajouter une grande fatigabilité pour ces patients. Ce sont des patients qui sont transfusodépendants. Il faut savoir que pour un patient thalassémique, les transfusions, c'est depuis tout bébé, toutes les 3 semaines, à raison de 3 à 4 poches de sang par semaine, toute la vie. Et enfin, ils sont très impactés par des troubles hormonaux qui impactent leur croissance, qui impactent tout ce qui est osseux. Donc, il y a d'autres impacts et d'autres complications majeures pour ces deux pathologies, mais ces éléments-là sont les principaux symptômes qui se déclarent pour les patients atteints de la drépanocytose ou de la thalassémie. Au niveau des difficultés rencontrées par nos familles, on peut les ranger dans 4 axes majeurs. Le premier, c'est l'impact sur la famille, tout simplement. Ça commence dès le départ, après l'annonce du diagnostic, où là, c'est vécu par l'ensemble des familles drépanocytaires ou thalassémiques comme un coup de massue. C'est violent, c'est choquant. C'est souvent, ça fait place à de la culpabilité. Après la culpabilité, vient souvent la colère. Après la colère, la tristesse. Et là, on se pose des questions. Vient le moment des interrogations. Et c'est souvent à ce moment-là que nos familles se retrouvent face à leurs interrogations, parce que vous avez le médical qui est très bien ficelé, qui est très bien géré, où vous avez une pédagogie, on vous parle du protocole qui sera mis en place pour l'enfant, les principes de précaution adoptés, mais tout l'aspect autour, parce qu'il y a une projection qui s'arrête, et le fait de se projeter sur le quotidien de vie avec son enfant, mais c'est le patient expert ou le parent expert qui permet justement à ses parents de plus se retrouver seuls face, encore une fois, à leurs interrogations. À ce niveau-là, l'aspect psychologique est encore, à notre avis, très peu considéré. Ensuite, l'impact sur la dynamique familiale. Parce que forcément, pour si peu en plus qu'il y ait des fratries, l'arrivée de cet enfant qui nécessite des soins d'urgence, des situations d'urgence diverses, bouleverse complètement le quotidien et les habitudes de vie d'une famille. L'impact aussi au niveau du budget du ménage, parce que souvent, ce sont des enfants qui ne peuvent pas être mis en collectivité dans la petite enfance. C'est souvent le parent, un des parents, donc la mère, qui s'arrête totalement, voire partiellement. Et enfin, toujours sur le volet familial, l'impact sur le couple, parce que bon nombre d'entre eux ne résistent pas après l'arrivée justement de cet enfant en situation de handicap. Un autre volet, là on va parler des inégalités de santé. Ce sont les autres difficultés rencontrées au quotidien par nos familles. Premièrement, lors des prises en charge en milieu hospitalier, où là, nous avons nos patients qui font face à du personnel qui est désabusé, souvent dépassé, qui n'est pas sensibilisé par manque d'information et de formation. Pour résumer en quelques termes ce que vivent ces patients-là, ils disent que pour eux, le passage aux urgences, c'est le calvaire qui se rajoute au calvaire. Et l'autre sujet, toujours sur le volet inégalité de santé, c'est cette difficulté que rencontrent nos familles drépanocytaires et thalassémiques à trouver un médecin de ville
à trouver des médecins spécialistes qui puissent les suivre en dehors de leur pathologie principale pour laquelle ils ont déjà un suivi. Mais encore faut-il que ces médecins de ville et ces médecins spécialistes soient sensibilisés, eux aussi également, par l'information et la formation à ces pathologies pour pouvoir prendre ces patients en charge correctement. L'autre volet qui résume les difficultés rencontrées par nos familles, c'est l'inclusion. L'inclusion en milieu scolaire, l'inclusion en milieu professionnel. Au niveau de la scolarité, nos enfants qui doivent déjà vivre un quotidien assez difficile, qui sont dans le milieu médicalisé depuis leur tout jeune âge, qui ont beaucoup de restrictions et de principes de précaution, sont souvent stigmatisés en milieu scolaire et subissent parfois du harcèlement. On est amené à intervenir, nous, dans le cadre de notre association, justement dans un rôle de médiation, en s'appuyant sur le PAI et tout ce qui est mis en place par justement ces établissements pour que ces enfants-là puissent avoir une scolarité la plus normale possible. Sur la partie professionnelle, où là, nous avons affaire à des jeunes adultes qui ont un parcours déjà compliqué dans la scolarité, avec des absences répétées, du fait soit de crise, des hospitalisations, ou du fait qu'ils soient transfusodépendants ou juste souffrants, et qui arrivent justement dans ce monde, dans ce milieu, ce monde du travail, pardon, avec de grosses difficultés parce que ils sont souvent sujets à une forme de précarité de l'emploi. Ils n'arrivent pas à se stabiliser. Et quand ils se stabilisent, parfois, nous avons des employeurs avec ces personnes-là qui ont souvent ce statut RQTH, avec un cadre bien défini, accompagné du médecin souvent du travail. Et on a des employeurs parfois, effectivement, qui ne respectent pas ce qui est inscrit justement, et notamment par rapport à l'adaptation du poste de travail du fait de la pathologie de ces patients, parce que ça a un impact derrière de ne pas respecter justement certaines de ces conditions sur leur santé. Et enfin, après tout ça, après toutes ces difficultés rencontrées, nos familles nous remontent le fait qu'ils ont de vraies difficultés aujourd'hui au niveau de la reconnaissance de cet handicap invisible. Nous avons affaire à une forme de rigidité de certaines institutions qui tiennent compte effectivement d'un taux d'incapacité, mais ne prennent pas la mesure et la dimension des difficultés, de la charge mentale, émotionnelle et de tous les freins périphériques que peuvent rencontrer ces familles. Or, des structures comme la MDPH permettent justement d'avoir cette reconnaissance administrative, de bénéficier d'accompagnement pour justement améliorer la situation et la qualité de vie des patients et des familles de patients drépanocytaires et thalassémiques. Voilà en quelques mots les principales difficultés rencontrées par nos familles, et ce sont ces difficultés qui mènent nos actions au sein de la Fédération SOS Globi. Les valeurs qui nous animent, c'est l'intégrité, la transparence et la bienveillance. Au niveau de la FMDT, nous avons une structure qui est composée de nos associations locales déjà. Donc 20 associations locales réparties dans toute la France, voire même hors de France, depuis l'année dernière sur l'île de la Réunion. Donc nos associations locales, dont le rôle premier est d'accompagner les familles, donc les patients plutôt, et les familles de patients drépanocytaires et thalassémiques. Elles ont un rôle d'alerte aussi pour tous les sujets et les volets et des difficultés que je vous ai évoquées au préalable en matière d'inégalité de santé, l'inclusion, etc. Elles mènent aussi différentes actions, des actions par exemple de loisirs, de convivialité, pour pouvoir réunir les familles en dehors du cadre médical, des actions de sensibilisation en réalisant des groupes de parole ou en co-construisant des ETP avec nos hôpitaux de référence ou de compétences. Elles ont aussi des actions de sensibilisation par l'information et la formation. Nous, à la FNDT, notre rôle, nous avons une dimension nationale, voire internationale, toujours en réalisant des campagnes de sensibilisation à grande échelle, en réalisant des plaidoyers à l'échelle nationale, voire européenne, en étant sollicités et en sollicitant les autorités de santé et les autorités de l'État. Les grands projets que nous avons au niveau de la Fédération SOS Globi, c'est l'organisation, par exemple, de nos journées, nos 2 grandes journées mondiales,
la journée mondiale de la thalassémie qui se déroulera le 26 mai et la journée mondiale de la drépanocytose qui se déroulera le 30 juin de cette année. Nous avons aussi le kit urgence, qui est un projet que nous avons mis en place l'année dernière à destination des patients drépanocytaires pour répondre présent, même dans le cadre hospitalier, auprès de nos patients. Un autre projet, le projet Balance ta crise, à destination du personnel soignant, qui est une campagne tout simplement de sensibilisation sur la prise en charge. La prise en charge, comme je vous l'ai expliqué au préalable, où parfois nos patients se retrouvent dans des situations très compliquées, avec en plus la douleur, les situations douloureuses et compliquées qu'ils ont à gérer lors de ces fameuses prises en charge. La campagne de sensibilisation aussi que nous menons par le biais d'affichage, comme les campagnes qu'on a fait l'année dernière, la thématique était autour du dépistage néonatal. Une belle victoire parce que nous avons, depuis octobre de l'année dernière, la généralisation du dépistage néonatal. Ça a représenté pour notre association 13 années de combat. Mais l'autre étape, donc toujours pour rester sur cette campagne de sensibilisation sur le dépistage, sera le dépistage des porteurs. Et enfin, la mobilisation au niveau du sang, du don du sang et du don de moelle osseuse, parce que ça sauve des vies. Et nos pathologies en sont, pour le coup, dépendantes. Voilà en quelques mots nos valeurs et nos grands projets à venir. Dans le cadre de ce partenariat avec NIL, nous attendons de ce mécénat de compétences 3 choses. Premièrement, un accompagnement dans notre démarche de professionnalisation. Deuxièmement, de pouvoir développer la cohésion au niveau de nos associations locales dans le but toujours de mutualiser justement nos actions sur tout le département, tout le territoire, pardon. Et enfin, de gagner en visibilité pour les pathologies que nous défendons, à savoir la drépanocytose et la thalassémie.